La McLaren F1 naît d'un rêve presque irréalisable. Créer la voiture de route la plus rapide du monde, une machine qui allierait l'efficacité d'une Formule 1 et le raffinement d'un grand tourisme. Au début des années 90, l'industrie automobile vit une époque où les supercars existent déjà, mais aucune n'ose réellement franchir le seuil que McLaren se fixe. Gordon Murray, l'ingénieur visionnaire à l'origine de ce projet, veut construire une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Murray n'est pas un inconnu. Il a déjà marqué la Formule 1 avec ses conceptions audacieuses chez Brabham puis chez McLaren. Mais il rêve d'appliquer son génie à la route. Son idée est simple et radicale. Bâtir une voiture de route plus proche d'une machine de compétition que d'une GT traditionnelle, avec un rapport poids en puissance inégalé et une précision d'ingénierie jamais vue. Pour McLaren, la route semble tout tracée après les succès en Formule 1 de la fin des années 80. Sous la direction de Ron Denny, l'équipe domine la discipline reine avec Ayrton Senna et Alain Prost. Mais Denny voit plus grand. Il veut que la marque ne soit pas seulement un nom de course, mais une légende de l'automobile dans son ensemble. Le projet d'une supercar de route devient la concrétisation de cette ambition. Gordon Murray convainc Denny et obtient carte blanche pour imaginer la voiture ultime. Dès les premiers croquis, Murray pose une philosophie. Chaque gramme compte. Le poids doit être minimal, l'efficacité maximale. Il veut une voiture centrée autour du conducteur, avec un poste de pilotage unique en son genre. C'est ainsi que naît l'idée du poste de conduite centrale, inspiré des monoplaces de F1. Le conducteur est installé au milieu, légèrement avancé, avec 2 sièges passagers en retrait de chaque côté. Cette disposition, inédite pour une voiture de route, offre une sensation de contrôle total, une visibilité parfaite et un équilibre incomparable. Mais ce choix complique tout. De l'ergonomie à la conception des portes, chaque détail doit être repensé. McLaren ne recule devant rien. L'habitacle est façonné comme un cockpit d'avion de chasse, avec des matériaux d'avant-garde. Le carbone devient la colonne vertébrale du projet. La McLaren F1 sera la première voiture de route au monde à utiliser un châssis entièrement en fibre de carbone, une technologie jusque-là réservée à la Formule 1. Pour propulser cette œuvre d'ingénierie, il faut un moteur à la hauteur. Murray exige un bloc atmosphérique, puissant et léger, capable d'atteindre 600 chevaux sans alimentation. Après des négociations avec Honda qui échouent, McLaren se tourne vers BMW Motorsport. Paul Roche, ingénieur de génie, conçoit un V12 6,1 litres atmosphériques qui deviendra l'un des plus grands moteurs de l'histoire. Ce BMW S70-2 développe 627 chevaux et un couple monstrueux, tout en étant remarquablement fiable. Pour gérer la chaleur intense produite par ce V12, les ingénieurs tapissent le compartiment moteur de feuilles d'or 24 carats, un isolant thermique aussi efficace que symbolique. Cette touche d'orfèvrerie deviendra l'une des signatures mythiques de la F1. La recherche de légèreté pousse McLaren à innover dans chaque composant. Les jantes en magnésium, les freins en carbone céramique, l'utilisation massive de titane et d'aluminium réduisent le poids à seulement 1138 kg, un exploit pour une voiture de 627 chevaux. Ce rapport poids-puissance exceptionnel permet des performances stupéfiantes. 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes, et surtout une vitesse de pointe qui dépasse les 386 km/h en configuration de route, un record absolu en 1998 qui restera inégalé pendant plus d'une décennie. Ce chiffre devient la preuve que la McLaren F1 n'est pas seulement une supercar, mais une hypercar avant l'heure. Pour atteindre ces vitesses, l'aérodynamique joue un rôle crucial. Murray refuse les gros ailerons fixes des supercars italiennes de l'époque. Il préfère une carrosserie épurée, lisse, qui fend l'air. 2 petits ventilateurs, inspirés de la Brabham BT46B Fan Car, créent un effet de sol en aspirant l'air sous la voiture pour augmenter l'appui à haute vitesse. Ce système, discret mais terriblement efficace, donne à la F1 une stabilité exceptionnelle sans sacrifier l'élégance de ses lignes. Chaque détail, du dessin des prises d'air aux courbes du toit, est pensé pour la performance pure. Le développement de la F1 est un exercice d'obsession. McLaren contrôle chaque étape, de la fabrication du châssis en carbone en partenariat avec une société aéronautique jusqu'au montage final à Woking, en Angleterre. Chaque voiture est assemblée à la main avec une attention aux détails digne d'une montre suisse. Le prix initial, fixé autour d'1 million de dollars au début des années 90, semble exorbitant, mais il ne couvre même pas entièrement les coûts de développement. McLaren ne cherche pas le profit, mais a marqué l'histoire. Lorsque la F1 est dévoilée en 1992 à Monaco, le monde de l'automobile est stupéfait. La presse parle de vaisseau spatial, de Formule 1 de route. Les premiers essais confirment que la F1 redéfinit les standards.
Les pilotes professionnels sont émerveillés par sa précision, sa réactivité, son équilibre parfait. Contrairement à de nombreuses supercars italiennes, souvent capricieuses, la McLaren F1 se révèle étonnamment docile en conduite normale, tout en offrant des performances de compétition. C'est cette dualité, une voiture utilisable sur route, mais capable de pulvériser les records, qui fascine. En 1998, pour prouver une fois de plus sa suprématie, McLaren organise un test de vitesse au centre d'essai de Waldwagen à Erhalesien, en Allemagne. Avec une F1 légèrement modifiée, l'ancien pilote de F1 Andy Wallace atteint 386,4 km/h, établissant le record du monde pour une voiture de production. Ce record tiendra 12 ans, jusqu'à l'arrivée de la Bugatti Veyron. Mais au-delà des chiffres, la F1 a déjà gagné sa place dans la légende. Après son dévoilement, la McLaren F1 ne se contente pas d'être une vitrine technologique. Elle devient un véritable laboratoire roulant qui inspire et inquiète tout à la fois. Dans les années 90, la plupart des supercars de route peinent à concilier performance extrême et fiabilité. La F1, elle, enchaîne les démonstrations de force. Les premiers propriétaires, souvent de grands collectionneurs ou des pilotes professionnels, découvrent une automobile d'une cohérence étonnante. Malgré ses chiffres de performance démesurés, elle reste docile en ville, souple sur route et confortable pour de longs trajets. Cette polyvalence intrigue la presse spécialisée. On parle d'une hypercar avant l'heure, capable de battre des records de vitesse tout en se comportant comme une berline de grand tourisme lorsqu'on l'utilise avec douceur. Dans le monde de la course, l'arrivée de la F1 attise immédiatement les convoitises. Gordon Murray n'avait pas initialement conçu la voiture pour la compétition, mais certains clients privés voient dans son châssis en carbone et son V12 BMW un potentiel énorme. Dès 1995, McLaren accepte de développer une version adaptée à l'endurance, la F1 GTR. Avec des réglages de suspension spécifiques, un kit aérodynamique plus agressif et une légère réduction de puissance pour respecter les règlements, la F1 GTR s'engage dans la plus prestigieuse des courses d'endurance, les 24 heures du Mans. Contre toute attente, de sa première participation, elle triomphe. L'équipage composé de Yannick Dalma, Masanori Sekiya et Gigi Leto offre à McLaren une victoire historique, devant des prototypes spécifiquement conçus pour la course. Pour une voiture dérivée de route, ce succès est un exploit retentissant qui renforce encore la légende. Cette victoire au Mans en 1995 n'est pas seulement un triomphe sportif, elle bouleverse l'équilibre du monde de l'endurance. Les écuries professionnelles, surprises par l'efficacité d'une simple voiture de route, doivent repenser leur approche. McLaren démontre qu'une conception rigoureuse, issue d'un cahier des charges radical mais pur, peut rivaliser avec les prototypes les plus sophistiqués. Les années suivantes, la F1 GTR continue d'accumuler les podiums et devient une référence pour les équipes privées qui rêvent d'exploiter ce joyau d'ingénierie. Pour les clients routiers, la F1 conserve un charme unique. Chaque exemplaire est personnalisé, fabriqué à la main dans l'atelier de Woking. Les acheteurs peuvent choisir des teintes de peinture spéciales, des cuirs rares, voire demander des aménagements uniques. Mais malgré ces raffinements, la philosophie reste celle d'un prototype d'endurance civilisée. L'intérieur, bien que luxueux, est pensé pour le pilotage, instrumentation centrée, pédalier parfaitement aligné, commande précise et minimaliste. Chaque détail traduit l'obsession de Murray pour l'ergonomie et la pureté de conduite. À mesure que la décennie avance, la F1 devient une icône culturelle. Elle apparaît dans des jeux vidéo, dans les pages des magazines de luxe et attire l'attention de collectionneurs fortunés du monde entier. Son prix d'achat déjà élevé s'envole rapidement sur le marché de l'occasion. Mais ce n'est pas seulement sa rareté qui séduit. C'est l'aura d'un projet hors norme, né sans compromis commerciaux, dans une époque où les constructeurs commencent à privilégier les volumes de production et les marges. La F1, elle, reste une œuvre d'art mécanique, un manifeste de ce que l'ingénierie automobile peut produire lorsqu'elle n'a qu'un objectif, l'excellence absolue. Ce statut d'icône est renforcé par la personnalité de ses créateurs. Gordon Murray, perfectionniste jusqu'au bout, explique souvent que chaque décision technique a été prise pour une raison précise, même les plus infimes. Ron Denny, patron de McLaren, voit dans la F1 la preuve que sa marque peut rayonner au-delà des circuits de Formule 1. Quant à BMW Motorsport, la réussite de son V12 atmosphérique renforce sa réputation de motoriste d'exception. Chacun de ces acteurs a trouvé dans la F1 un accomplissement unique, une vitrine de savoir-faire qui dépasse le simple succès commercial. Mais la gloire de la F1 s'accompagne aussi de drames et d'épisodes plus sombres. En 1997, le pilote allemand Alexander Wurz est impliqué dans un grave accident au volant d'une F1 GTR pendant les essais du Mans. L'accident, heureusement non mortel, rappelle que les vitesses atteintes par la voiture restent redoutables. Sur route ouverte,
Plusieurs propriétaires subissent aussi des sorties de route spectaculaires, parfois fatales, qui entretiennent l'image d'une machine à la fois fascinante et dangereuse. Cette dualité contribue à la légende. La F1 n'est pas qu'une œuvre d'art, elle est aussi un fauve indomptable. Alors que la décennie touche à sa fin, la McLaren F1 conserve son titre de voiture de route la plus rapide du monde. Ni Ferrari, ni Lamborghini, ni Porsche n'ont encore proposé un modèle capable de dépasser son record de 386 km/h. Même lorsque Bugatti dévoilera plus tard l'Aveyron, il faudra un moteur W16 quadriturbo et une puissance démesurée pour battre la F1. Ce simple fait illustre la prouesse réalisée par McLaren au début des années 90. Atteindre un tel sommet avec un V12 atmosphérique, une boîte manuelle à 6 rapports et une masse inférieure à celle d'une berline moyenne. Au tournant du siècle, les exemplaires de F1 changent de main à des prix toujours plus vertigineux. Des collectionneurs et investisseurs voient en elle un actif unique, une pièce d'histoire automobile. Certaines F1 GTR retirées de la compétition sont converties en version road légale, suscitant l'admiration lors de rassemblements prestigieux comme le Festival of Speed de Goodwood. Plus qu'une voiture, la McLaren F1 est devenue un symbole, celui d'une époque où l'innovation pure et la passion pouvaient aboutir à une machine que beaucoup considèrent encore comme la plus grande supercar de tous les temps. À l'aube des années 2000, la McLaren F1 est déjà entrée dans la légende. Chaque exemplaire, soigneusement conservé, devient l'objet d'une vénération presque religieuse. Les collectionneurs qui en possèdent une savent qu'ils détiennent une pièce d'histoire, non seulement de l'automobile mais aussi de la culture technique de la fin du XXe siècle. Le marché des enchères s'enflamme, des ventes confidentielles dépassent plusieurs millions de dollars, bien avant que la mode des hypercars de collection ne devienne courante. La rareté, à peine une centaine de voitures toutes versions confondues, et l'aura d'une voiture conçue sans compromis alimente cette escalade. Pour beaucoup, la F1 n'est pas simplement un investissement, c'est un manifeste. Avec le temps, les témoignages des ingénieurs et des pilotes qui l'ont développé révèlent à quel point ce projet relevait de la folie calculée. Gordon Murray raconte souvent comment chaque réunion de conception ressemblait à un exercice de précision chirurgicale. Le choix du V12 atmosphérique, quand la mode commençait à privilégier les turbos pour des raisons de puissance et d'émission, était un acte de foi dans la pureté mécanique. Les partenaires qui ont fabriqué les châssis en carbone décrivent encore aujourd'hui le défi de produire, à une époque où cette technologie était balbutiante en dehors de la Formule 1, une coque monocoque capable de résister à la route comme à la piste. Ce savoir-faire a ensuite influencé toute une génération de supercars, de la Ferrari Enzo à la Porsche Carrera GT, et a ouvert la voie aux hypercars hybrides des décennies suivantes. La F1 est aussi devenue un repère émotionnel pour les passionnés. Des pilotes de Formule 1 qui ont eu la chance de l'essayer parlent d'une sensation de contrôle unique, d'un dialogue entre la machine et l'homme que peu d'automobiles ont se reproduire. Le poste de conduite centrale, qui paraissait excentrique à l'époque, est désormais vu comme une idée géniale qui place le pilote au cœur de l'expérience. L'ergonomie, la visibilité et la précision de la direction font de chaque trajet une expérience sensorielle hors du commun, qu'il s'agisse d'une route de montagne ou d'un long ruban d'autoroute. Même après l'arrivée de la Bugatti Veyron au milieu des années 2000, capable de dépasser les 400 km/h, la McLaren F1 garde un prestige particulier. Son record de vitesse avait été établi avec un moteur atmosphérique, une boîte manuelle et sans l'assistance électronique qui équipe les hypercars plus récentes. Pour les puristes, ce détail suffit à conserver à la F1 une place à part. Elle incarne la vitesse brute dans ce qu'elle a de plus noble et de plus authentique. Les chiffres impressionnent encore, 627 chevaux pour 1138 kg, mais c'est l'équilibre entre la technologie de pointe et l'absence d'artifice qui fascine. À mesure que les années passent, la F1 inspire d'autres projets. Les ingénieurs qui ont travaillé sur elle rejoignent des programmes chez Aston Martin, Ferrari ou Pagani, emportant avec eux la culture d'exigence née à Woking. On retrouve l'influence de ces solutions aérodynamiques dans les hypercars ultérieurs, qu'il s'agisse de l'exploitation du carbone, du dessin des flux d'air ou de l'intégration des ventilateurs d'effet de sol. Même la Chiron, héritière de l'Aveyron, doit beaucoup à l'audace conceptuelle qui a rendu la F1 possible. Le destin des exemplaires survivants est lui aussi chargé d'histoire. Certains propriétaires ont couvert des dizaines de milliers de kilomètres, prouvant qu'elle n'était pas seulement un objet de musée. D'autres ont choisi de l'exposer dans des collections privées, la protégeant comme une œuvre d'art. Des modèles ayant participé au Mans en version GTR sont aujourd'hui des trésors dont la valeur dépasse l'imagination. Chaque vente aux enchères provoque une effervescence mondiale. Chaque apparition publique attire des foules de passionnés qui veulent voir de près celle que beaucoup considèrent comme la plus grande voiture de route jamais construite. Plus qu'une machine, la McLaren F1 est devenue un symbole d'un moment unique de l'histoire de l'automobile.
Elle rappelle une époque où la recherche de la performance absolue n'était pas encore encadrée par la course aux chiffres marketing ni par les contraintes d'émission ou de production de masse. C'est la trace d'une philosophie où un petit groupe d'ingénieurs visionnaires pouvait, avec les ressources d'une écurie de Formule 1 et l'appui d'un motoriste passionné, repousser les limites du possible. Pour beaucoup de passionnés, elle incarne la quintessence de l'hypercar, légère, puissante, d'une pureté mécanique qui, même 30 ans plus tard, semble presque irréelle. Et c'est peut-être là le secret le plus fascinant de la McLaren F1. Au-delà des records, elle a capté l'esprit d'une époque et l'a figé dans un objet mécanique qui parle encore aujourd'hui à tous ceux qui rêvent d'automobile. Elle n'a pas seulement été la voiture de route la plus rapide des années 90, elle est restée, dans l'imaginaire collectif, la référence ultime, le jalon auquel se mesurent toutes les créations ultérieures. Chaque fois qu'un nouveau constructeur promet de battre des records, le nom de la McLaren F1 revient, comme une ombre imposante rappelant ce qu'est la véritable innovation. Son histoire n'est pas simplement celle d'une supercar, mais celle d'un idéal, celui de la perfection automobile poursuivie sans compromis et qui, 3 décennies plus tard, continue de dominer les rêves des passionnés comme au premier jour.